Ce soir, avec Alain Finkielkraut, nous allons commenter l'actualité du jour et de la semaine. D'abord, le ministre de l'Intérieur condamné pour injure raciale après ses propos sur un jeune d'origine maghrébine tenu lors de l'université d'été de l'UMP. Brice Hortefeux devra verser 750 € d'amende et 2000 € de dommages et intérêts. Il va faire appel. Notre feuilleton sera consacré à l'onde de choc qui a suivi l'assaut israélien sur la flottille humanitaire qui se dirigeait vers Gaza. Le raid a fait 9 morts et des dizaines de blessés. Il a provoqué un tollé international. Et puis à la fin de cette émission, nous parlerons de la Coupe du Monde de football. Ça commence la semaine prochaine et ça part mal pour les Bleus. Ils viennent de perdre leur dernier match de préparation contre la Chine. Et pour l'actualité du jour, voici le tour de l'info en images préparé par Saveria Rojek. Brice Hortefeux, condamné à 750 € d'amende et 2000 € de dommages et intérêts pour injure raciale. C'est ce qu'a décidé le tribunal correctionnel de Paris. Le ministre de l'Intérieur était jugé pour ses propos connotés envers un jeune maghrébin lors de l'université d'été de l'UMP. Le PS appelle ce soir à la démission du ministre. Dans la République exemplaire de Nicolas Sarkozy, il ne devrait pas y avoir de place pour un ministre condamné pour injure raciale. Et à nos yeux, la dignité commence par s'excuser et ensuite partir. Le président de la République, s'il ne tire pas les conséquences de cette condamnation, ça veut donc dire qu'il se comportera dans cette affaire comme un chef de clan, mais pas comme un président de la République garant de l'intérêt général. Brice Hortefeux a décidé de faire appel de la décision. Ce soir, François Fillon lui réaffirme son soutien et son amitié. Un nouveau gros décrochage des bourses européennes aujourd'hui dans le sillage de l'euro. L'euro qui chute sous les 1,20 $ pour la première fois depuis 4 ans. Milan perd près de 4% et Paris près de 3%. Des bourses plombées par les chiffres décevants de l'emploi aux États-Unis et surtout par les inquiétudes sur la reprise économique en Europe. Dernier épisode dans l'affaire de la flottille de Gaza. 2 plaintes pour enlèvement et séquestration ont été déposées en France par l'avocat d'une association pro-palestinienne. C'est indiscutable, attaquer un convoi humanitaire en haute mer, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre qui relève de la Cour pénale internationale, laquelle ne peut être saisie que par les États qui ont signé le statut de Rome. Ce sont des Français qui sont en cause, ce sont des Français qui sont victimes. Il appartient à la France et à son gouvernement de saisir la CPI. Au total, 9 Français se trouvaient sur les bateaux arraisonnés lundi par Israël au large de Gaza. Enfin, une réussite sur le front de la marée noire. BP a réussi à placer un entonnoir sur le conduit endommagé. Conséquence, la majorité du pétrole qui s'échappe devrait être récupérée. Après avoir lourdement touché la Louisiane, la nappe de brut se rapproche maintenant des côtes de Floride. Barack Obama s'est de nouveau rendu sur place. Il s'est déclaré furieux de la situation. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Philosophe, écrivain, essayiste, vous animez une émission hebdomadaire sur France Culture qui s'appelle Réplique, personnalité incontournable du paysage intellectuel français. Vous êtes notamment l'auteur de La défaite de la pensée. Vos ouvrages sont des références, certains font parfois polémique. Votre dernier livre s'appelle L'explication, une sorte de match philosophique avec Alain Badiou. Ensemble, nous commentons l'actualité et d'abord, commençons par la condamnation du ministre de l'Intérieur pour des propos outrageants. Vous en pensez quoi ? Alors, je voudrais dire d'abord que Brice Hortefeux n'a pas fait un discours outrageant à l'université d'été. Il a tenu, le jugement le reconnaît, des propos privés. C'était une blague lourde dans une conversation privée. Désormais, en France, on réprime les propos privés et, ce faisant, on légitime, on consacre ceux qui les volent. Je vois que Benoît Hamon exige maintenant, avant l'appel, la démission du ministre qui a un devoir d'exemplarité, mais je lui suggère, moi, d'aller plus loin. Si l'on veut extirper le racisme, dont je reconnais bien volontiers qu'il est un fléau, alors il faut mettre des micros et des caméras dans tous les lieux. C'était un lieu public, l'université d'été de l'UMP. C'était un jardin. C'était dans tous les lieux où vivent et que visitent les hommes politiques. Et puis, il faut faire de même
pour les élites qui ont un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire les professeurs, les intellectuels, les magistrats. Et puis ensuite, il faut étendre ce dispositif à la population tout entière. Ainsi aura-t-on le plaisir de vivre dans une France guérie. C'était une mauvaise blague. On rit de tout, on rit tout le temps. Alors, si vous voulez, je n'ai pas à juger ces propos-là. Je vois le contexte dans lequel ils ont été tenus. Je vois qu'ils n'ont pas offensé leur destinataire. Donc, je considère que le MRAP qui a porté plainte, le MRAP est très habitué de ce genre de choses. Je considère qu'il s'agit c'est très disproportionné et je voudrais que on achète et on revoit le film allemand La vie des autres. Il en apprendra beaucoup et sur les risques que nous encourons. Alors on passe au feuilleton de la semaine. Le feuilleton de la semaine, c'est l'affaire de l'assaut israélien contre la flottille dans les eaux internationales au large de Gaza. Les 6 bateaux acheminaient une assistance humanitaire et 700 sympathisants pro-palestiniens de 42 pays différents. Israël affirme n'avoir réagi qu'en légitime défense. Le raid a fait 9 morts et des dizaines de blessés. Il a été condamné dans le monde entier. Marie Brémaud refait le film pour nous. Le feu vert de l'opération a été donné dans la nuit de dimanche à lundi. L'armée israélienne prend d'assaut un convoi de 6 bateaux en partance des côtes de Chypre et transportant de l'aide humanitaire pour le port de Gaza. Les soldats israéliens, hors des eaux territoriales, débarquent sur les bateaux et ouvrent le feu contre les militants pacifistes pro-palestiniens, causant la mort de 9 personnes et en blessant des dizaines. Israël justifie la violence du raid. Selon l'État hébreu, l'équipage était armé de couteaux et de barres de fer. Mais les humanitaires affirment que l'armée a fait feu depuis l'extérieur. L'assaut meurtrier provoque dès lundi la colère et l'indignation des Palestiniens, mais pas seulement. Dans les capitales européennes ou en Turquie, les populations manifestent. Réprobation immédiate et mondiale, également des chefs d'État. Mardi, Nicolas Sarkozy prend la parole. À titre personnel, après que M. Kouchner l'ait fait au nom du Quai d'Orsay, j'ai condamné l'usage disproportionné de la force par les Israéliens. Et à l'évidence, c'est ni plus ni moins qu'une tragédie. La question de la justification du blocus maritime ressurgit. Depuis plus de 3 ans, les autorités israéliennes coupent toutes les voies d'accès à la bande de Gaza. De la voix même du secrétaire général des Nations Unies, cela ne peut plus durer. Si les Israéliens avaient tenu compte de mon appel et de celui de la communauté internationale à lever le blocus de Gaza, cet incident tragique ne serait pas arrivé. Cela aurait été évité et nous n'aurions pas eu un tel drame. Par conséquent, j'exhorte de nouveau les autorités israéliennes à lever ce blocus. Mercredi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU approuve une résolution mettant en place une enquête internationale par 32 voix des 47 États membres. Israël, contraint d'expulser les militants pro-palestiniens détenus depuis lundi, continue de se justifier. Ce n'était pas une croisière d'amour, c'était une croisière de haine. Ce n'était pas une opération pacifique, c'était de violents soutiens du terrorisme. L'État hébreu s'isole un peu plus jeudi en refusant l'enquête internationale. Benjamin Netanyahou tente de négocier une commission exclusivement israélienne. Une attitude qui attise la colère, notamment des Turcs. Ancien allié d'Israël, la Turquie apparaît désormais comme l'héroïne de la rue arabe. Le président de la République, Abdullah Gül, allant même jusqu'à dire que la Turquie ne pardonnera jamais. Les victimes du raid, dont les corps sont rapatriés à Istanbul, reçoivent un dernier hommage de leurs compatriotes turcs. Vendredi, tous les regards se tournent vers le Rachel Corrie, affrété par une organisation irlandaise. Ce cargo rempli d'aide humanitaire, avec à son bord notamment le prix Nobel de la paix, Mareth McGuire, espère accoster en territoire palestinien demain matin. Mais le Premier ministre israélien a déjà fait savoir que ce navire ne serait pas autorisé à toucher terre. Alors Alain Finkielkraut, quand on commente l'actualité, pour vous, on vous a vu beaucoup réagir pendant ce sujet. Légitime défense ou attaque disproportionnée? Lorsque j'ai appris
lundi matin l'assaut meurtrier des forces spéciales israéliennes contre ce bateau humanitaire, j'étais comme tout le monde horrifié, consterné. Et puis j'ai vu les images de soldats qui glissaient en rappel un à un sur le pont du bateau et qui étaient accueillis avec une extrême violence à coups de couteau et de barres de fer. J'ai entendu aussi le témoignage d'un de ces prétendus humanitaires quelques heures avant l'intervention sur le bateau, disant qu'il voulait être un martyr, un shaïd, et qu'il espérait que cette fois ce serait la bonne. Autrement dit, les Israéliens n'ont pas voulu ce bain de sang, ils sont tombés dans un piège. Ce bain de sang a été délibérément provoqué par les organisateurs du convoi et maintenant, avec leur sponsor turc, ils triomphent et ils jubilent. Les Israéliens auraient pu bloquer les bateaux avec le convoi, avec des navires de guerre. Et ça les aurait arrêté tout simplement, oui, les gens qui étaient sur ces bateaux. Et les obliger à faire demi-tour. Mais ils avaient une crainte, ne pas donner l'image d'un exodus inversé. Donc ils ont voulu un autre type d'intervention, une intervention légère. Vous la trouvez appropriée ? Ce faisant, elle n'était pas appropriée, car ils ont sous-estimé la détermination de leurs adversaires. Donc c'est un fiasco, et ça doit être jugé et condamné comme un fiasco. Mais ce n'est pas ce qu'on entend. On assiste à un véritable déferlement de haine, comme s'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, et ce n'est même pas non plus un crime contre les humanitaires, car si les militants de ces bateaux étaient des humanitaires, ils auraient été acceptés que la marchandise soit déchargée dans un port israélien à des fins de contrôle et acheminée par la route à Gaza. Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'était briser le blocus. Oui, et ils avaient aussi, on leur a proposé un colis et une lettre pour Gilad Shalit, le soldat franco-israélien détenu depuis plusieurs années par le Hamas et que la Croix-Rouge n'a jamais eu l'autorisation de visiter. Ils n'en ont pas voulu. Or, l'humanitaire ne se divise pas, c'est sa définition. Donc, mais comment vous expliquez ce tollé international alors ? Moi, j'ai du mal à me l'expliquer parce que je vois, si vous voulez, la haine se donner soudain libre cours. Je vois des distributeurs de cinéma qui déprogramment Utopia, un film israélien. Je vois des universitaires, des intellectuels qui demandent le boycott des intellectuels israéliens. Je vois des diplomates ou d'anciens diplomates appeler à la création de brigades internationales contre Israël. Tout d'un coup, c'est comme si l'occasion était trop belle, comme si l'animosité contre un État qui dresse des murs à l'heure où il faut tous les abattre ou les abolir, pouvait se déchaîner enfin tranquillement. Et l'image d'un Israël ivre de sa force, ivre de son impunité, est complètement délirante. Et je le dis d'autant plus que j'ai signé, moi, l'appel à la raison, qui critique, qui dénonce l'immobilisme du gouvernement israélien. Je fais partie de cette nouvelle organisation, J-Call. Je plaide, je milite pour deux États, pas trois. Mais je ne veux pas maintenant servir de caution juive à une haine, à une diabolisation d'Israël qui, évidemment, inclut le juif que je suis. Mais il y a des voix israéliennes, des éditorialistes israéliens qui parlent de paranoïa, qui parlent d'une réponse disproportionnée. Cette réponse était mauvaise. Elle n'était pas disproportionnée au sens où il y a eu trop de force. S'il y avait eu beaucoup de force, il n'y aurait pas eu cette confrontation. C'était une réponse mauvaise. Et peut-être doit-on, en effet, remettre en cause le blocus. Mais le blocus n'est pas, si vous voulez, une torture infligée par un gouvernement sadique à une population innocente. C'est une mesure prise par Israël pour faire pression sur le Hamas et l'obliger à quoi ? À reconnaître Israël, à renoncer à la violence, à relâcher Gilad Shalit et assumer... Vous trouvez que ça a été efficace ? Assumer, non. Et on peut dire que ça n'est pas efficace, mais alors on peut demander la levée du blocus, mais qu'on demande aussi au Hamas de satisfaire certaines exigences et qu'on prenne au sérieux la crainte israélienne de voir si le blocus est levé, l'Iran approvisionner
le Hamas en armes massives et toujours plus sophistiquées. Cette crainte n'a rien de fou, n'a rien d'exorbitant. Or, on fait comme si tout cela n'existait pas. Et je trouve qu'il y a dans cette attitude un mélange de mauvaise foi et d'angélisme qui me fait très peur. Et pourquoi ne pas accepter une enquête internationale? C'est absurde. Une enquête internationale réclamée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est discrédité à Durban, discrédité à Durban II, qui ne voit aucune des discriminations et des horreurs qui sévissent dans le monde en faisant d'Israël un bouc émissaire universel, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est une commission d'enquête avec un observateur international. C'est ce qui est en train d'être proposé et c'est ce que je crois permettra de faire toute la lumière sur cette affaire. Est-ce que Israël aujourd'hui est isolé de plus en plus sur la scène internationale? Israël est isolé sur la scène internationale. Israël est isolé dans l'opinion internationale. Ce n'est pas une raison pour légitimer toutes les décisions politiques d'Israël, bien entendu, et ça je suis le premier à le dire, mais cette diabolisation fait partie, malheureusement, notamment du côté dans le monde arabo-musulman, d'un vaste plan de destruction. On diabolise pour mieux détruire. Et quand je vois la Turquie, si vous voulez, réclamer maintenant le leadership dans le monde musulman, vouloir remplacer l'Égypte, je suis effrayé parce que l'Égypte voulait contenir les extrémistes iraniens, syriens, etc. La Turquie, c'est tout le contraire. La Turquie les flatte et décide de les rejoindre. Cette alliance devrait beaucoup inquiéter les Européens aujourd'hui. Turquie qui était l'allié d'Israël et qui aujourd'hui est brouillée avec Israël. Oui, et la Turquie où aujourd'hui, il faut le savoir, Mein Kampf est un best-seller. Et où on programmait il y a quelques années un film, La Vallée des Loups, qui a eu un succès dément et dans lequel il était montré que les Israéliens se livraient à du trafic d'organes. Ce qui a été dit et redit sur Internet lorsqu'on a vu les Israéliens construire un hôpital de campagne à Haïti. Voilà dans quel climat on se meut aujourd'hui dans le monde. Internet, on va en reparler un peu plus tard. D'abord, on passe à nos personnalités, les personnalités qui ont marqué la semaine. C'est la chronique de Simon Barbary. Des fautes, oui, mais pas de fraude. C'est l'argumentaire de Jean-Marie Messier. Devant la justice française cette semaine, l'ancien PDG de Vivendi Universal comparaît entre autres pour abus de biens sociaux. Il y a 8 ans, l'ancienne star du CAC 40 avait fait scandale. Il avait empoché un parachute doré de près de 20 millions d'euros alors que son groupe accusait lui une perte de plus de 30 milliards. Retiré des strass de son ancienne vie mondaine, J2M a mis un frein à ses ambitions. Il dirige maintenant une discrète banque d'affaires. Dominique de Villepin aime la banlieue et il le fait savoir. En visite au Val-Fouré cette semaine, il n'a pas raté l'occasion de rappeler à son principal rival Nicolas Sarkozy qu'il n'a pas peur de se frotter aux quartiers sensibles. Au menu de ce bain de foule très médiatique, serrage de mains effréné, dégustation de produits locaux et maillot de foot floqué à son patronyme. À quelques jours du lancement de son mouvement, l'ancien Premier ministre a déjà revêtu son dossard d'opposant. Après Christian Estrosi et sa fameuse soupente, c'est au tour de Fadela Amara d'être épinglée par le canard enchaîné. La secrétaire d'État à la ville logerait occasionnellement sa famille dans son appartement de fonction. Un hébergement de luxe, car les frères de l'ancienne présidente de Ni Pute Ni Soumise profiteraient aussi des plateaux repas du ministère. Adepte de la mixité sociale, Fadela Amara préfère, elle, conserver son logement dans un HLM du 13e arrondissement. Ségolène Royal ne veut plus de guerre des chefs. La présidente de Poitou-Charentes se dit prête à sacrifier son ambition personnelle pour 2012 au profit d'un dispositif gagnant-gagnant capable de battre Nicolas Sarkozy. Des paroles saluées par ses camarades socialistes. Alors, amorce de renoncement ou manœuvre habile destinée à remonter sa cote, la réponse aux prochaines primaires de 2011. Bonsoir Olivier de Lagarde. Bonsoir Caroline. Alors la personnalité que vous avez choisie, c'est la future ex-défenseur des enfants, Dominique Versini. Dominique Versini, oui, jusque-là, on la connaissait surtout en défenseur des enfants. Depuis ce matin, on la découvre défenseur d'elle-même et de l'institution qu'elle préside. Institution qui est d'ailleurs une moins de 10 ans et qui pourrait bien ne pas atteindre cet âge-là. C'est l'un des volets finalement les moins connus de la réforme institutionnelle de 2008 qui prévoyait de regrouper
la HALDE, le défenseur des enfants, la commission de déontologie de la sécurité, plus le médiateur de la République, au sein d'une même entité, une sorte de super défenseur des droits, mais qui ne défendrait personne, vitupère Dominique de Versigny, qui accuse ainsi l'exécutif de vouloir rogner, faire disparaître les contre-pouvoirs. Des accusations qui sont tout de même assez embarrassantes pour le pouvoir, d'autant plus que Dominique Versigny n'est pas une femme de gauche. En 1993, elle a créé le SAMU social avec Xavier Emmanuelli. 6 ans plus tard, elle est nommée déléguée nationale du RPR chargée de l'intégration. Puis Jacques Chirac va la nommer secrétaire d'État chargée de la lutte contre la précarité. En fait, elle représente un petit peu la famille droite sociale, une famille qui se sent un peu oubliée par le sarkozysme. Eh bien, elle a décidé de se rappeler à son bon souvenir, car de ses années en politique, cette femme ultra déterminée a compris une chose, c'est qu'il faut faire plus de bruit que ses adversaires. Bref, la polémique n'a pas fini d'enfler. Faites confiance à la défenseur des enfants pour savoir défendre son bébé. Merci Olivier. La vie politique, ça se passe aussi et surtout sur Internet. C'est la chronique de Caroline Deschamps. Le boulet 2.0 revient en deuxième semaine. Le sénateur Jean-Louis Masson, auteur d'une proposition de loi sur l'anonymat des blogueurs, n'en finit plus de s'attirer les foudres du web. Dès la publication de son texte, les sobriquets ont fusé et fait le tour de la toile. Cette semaine, il persiste et signe au micro de RMC. Le sénateur confie qu'il ne connaît ni Twitter ni l'iPad. Est-ce que vous savez ce que c'est que Twitter? Non, et je ne cherche pas à le savoir. C'est quoi l'iPad? Ça m'intéresse pas. Et Deezer? Ça m'intéresse pas non plus. Comme le dit l'adage, qui se ressemble s'assemble. Les sites de rencontres communautaires ou thématiques font florès en ce moment sur la toile. On connaissait le site Droite Rencontre et Gauche Rencontre pour trouver l'âme sœur en fonction de ses opinions politiques. Eh bien, la même société a lancé il y a peu Gay Droite et Gay Gauche sur le même principe. Le hic, les deux sites ne s'adressent qu'aux homos masculins et au clivage droite-gauche. Alors, à quand un site pour les lesbiennes centristes ? Pour expliquer une réforme difficile, quoi de mieux que de créer un site internet? C'est ce qu'a fait le gouvernement sur les retraites. Le site retraite2010.fr propose à l'internaute, à l'aide de clips pédagogiques, d'appréhender les enjeux de la réforme avec un slogan « Réussissons une réforme juste ». De son côté, l'association Attaque a créé son propre site retraite-2010.fr en reprenant les mêmes visuels et logos que le site du gouvernement. Les contenus sont évidemment différents et démontent la réforme. Les deux sites sont tellement jumeaux que le Quai d'Orsay s'est fait prendre au piège et a mis un lien sur son site vers le site d'Attaque. Oups, ça fait mauvais genre. Alain Finkielkraut, est-ce qu'Internet pour vous c'est toujours une inquiétante extase? C'est un grand défouloir en tout cas. C'est une immense poubelle et dans les poubelles qui sont des espaces très accueillants, il peut y avoir des trésors, mais j'ai tendance, moi, à pointer les inconvénients parce que précisément tout le monde s'extasie devant ce magnifique objet qui nous permet de nous exprimer et de nous connecter bientôt à tous les livres. Mais à quoi bon se connecter à tous les livres si on perd du fait des écrans l'habitude de lire? Alors, on passe à l'agenda. La semaine prochaine, lundi, le congrès de la CFDT à Tours. Mardi, à noter les assises de la refondation du centre, assises organisées ici au Sénat par Jean Arthuis. Et puis mercredi, Barack Obama reçoit Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, à Washington. Et puis dans une semaine pile, eh bien, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Pour en parler, nous sommes avec Jean Berthelot, chef du service sport de France Soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc la France a perdu son dernier match de préparation ce soir, match amical contre la Chine, 84e nation au niveau mondial. 1-0 pour la Chine, ça part mal quand même pour les Bleus. Ça part mal, oui, c'est une défaite qui est inquiétante. D'abord parce qu'elle confirme qu'il y a de gros problèmes en défense. Ça fait quand même 3 fois sur les 3 matchs de préparation que la France encaisse un but avant d'en marquer. Et en l'occurrence, elle n'en a même pas marqué. Donc il y a ce problème de défense.
défense. Et puis il y a évidemment un problème d'efficacité en attaque. On a marqué un but très curieux contre le Costa Rica, un but contre son camp. Ce soir, les Bleus ont été incapables d'en inscrire un. Voilà, il y a quand même de gros réglages à trouver. Il faut s'attendre à une campagne calamiteuse comme en Corée en 2002 ? Ça, on ne peut jamais le dire parce que les matchs de préparation augurent rarement de ce que sera une compétition internationale. Ce qui est sûr, c'est que ça pourrait mieux démarrer, oui, certainement. La faute à qui ? Au sélectionneur ? Je pense que Raymond Domenech a évidemment une part de responsabilité dans cette équipe-là, mais pas uniquement. On a quand même aussi des joueurs qui sont des professionnels et qui manifestement parviennent difficilement à s'adapter à un système, en l'occurrence le 4-3-3 qu'a mis en place Raymond Domenech. Je pense notamment à Nicolas Anelka qui ne tient pas du tout le rôle qu'il devrait tenir dans ce système-là. Donc bien sûr, Raymond Domenech a une part de responsabilité, comme il avait une grande part de responsabilité dans le fait que la France aille en finale au Mondial de 2006. Donc voilà, il y a aussi des joueurs qui sont à mon avis incapables de hausser leur niveau. Donc vous comprenez les critiques politiques qu'il y a aussi de la part des politiques à l'encontre de Raymond Domenech ? Je les comprends difficilement parce que je trouve qu'elles portent trop souvent sur la manière de communiquer de Raymond Domenech. On ne demande pas à un sélectionneur, à mon avis, de communiquer, on lui demande de sélectionner. Pour l'instant, sur les 2 compétitions internationales auxquelles il a mené l'équipe de France, je trouve qu'il ne s'est pas trop mal débrouillé jusqu'ici. Alain Finkielkraut, vous êtes fan de foot ? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup le football. Je n'aime pas énormément cette équipe de France. Pourquoi ? Pour les raisons exprimées par Yannick Noah. C'est-à-dire ? Un entretien récent. Elle n'aime pas son public. C'est une équipe, c'est des joueurs opulents, arrogants, enfermés dans leur bulle. Et leur morgue fatigue. Et quand les résultats ne suivent pas, évidemment, la fatigue s'aggrave. Cela étant, j'ai regardé un peu le match. Cette équipe est à l'agonie et c'est pas le moment de l'accabler. Donc je lui souhaite quand même bonne chance. Est-ce que vous trouvez qu'elle représente la France ? Oui, enfin, elle la représenterait mieux si on pouvait mieux s'identifier. Et les raisons pour lesquelles on ne s'identifie pas n'ont rien à voir avec l'origine des joueurs, mais tout avec leur comportement. Voilà. Je fais allusion, vous l'avez compris, à une interview que vous aviez donnée au quotidien israélien Haaretz en 2005 qui avait soulevé une très grosse polémique où vous disiez, d'après la traduction, que la France n'était pas Black Blamber mais Black Black Black. Comment elle est l'équipe de France 2010 ? Ça n'a jamais été mon problème. Ça n'a jamais été mon problème. J'ai été piégé dans le cadre de cet entretien et j'ai subi moi-même un certain nombre de procès. J'ai vécu une campagne extrêmement pénible. Ce n'est pas mon problème. Donc l'origine des joueurs, c'est l'origine des joueurs. Il y a en effet une spécificité française. Ça ne se retrouve pas à la même échelle dans les autres pays européens. Disons, c'est comme ça. Mais si les joueurs ne représentent pas bien la France, si la France ne se sent pas représentée, si quelque chose est cassé dans la liturgie de l'identification qu'est le football, c'est pour les raisons qu'énonce non pas Marine Le Pen, mais précisément Yannick Noah. Mais je le répète, je souhaite le mieux à cette équipe et j'ai envie qu'il retrouve un peu de joie de jouer. Alors il nous reste 10 secondes, je vais vous demander l'objet que vous nous avez apporté ce soir. J'ai apporté un petit carnet. Parce que je ne collectionne pas les objets et les bibelots. J'aime les carnets, moi qui ne suis pas adepte des écrans. Et j'y note non pas mes pensées, mais les pensées des autres. Alors je l'ouvre à n'importe quelle page, pas tout à fait n'importe laquelle, et je lis par exemple celle-ci. La civilisation existe précisément pour qu'il n'y ait pas de masse, mais des hommes assez conscients pour ne jamais constituer des masses, même s'ils sont entre eux rassemblés. C'est Bernanos. Et après tout, ça peut valoir aussi pour les foules du football. Merci beaucoup Alain Finkielkraut d'être venu commenter l'actualité avec nous. Je rappelle votre livre, L'explication, un match avec Alain Badiou, match philosophique. Et le conversation. Le premier match de l'équipe de France, c'est vendredi prochain ? Vendredi, contre l'Uruguay. Contre l'Uruguay. Merci beaucoup Jean Berthelot d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. La soirée continue bien sûr sur Public Sénat. À suivre, Jean-Marie Colombani invite. Très bonne soirée. Comment se porte la société sud-africaine ? Pour le savoir, le réalisateur Michel Pomarède a ausculté l'hôpital de Soweto, le plus grand du monde. The trauma unit itself
can see upward of 100, 150, up to 200 patients on a 24-hour call. En marge de la Coupe du Monde de football, ce documentaire nous fait découvrir une autre Afrique du Sud. If I was asked, have they built a hospital and built a staff complement that is truly representative of a reconciled South African population, then my answer is an absolute yes. Bara, l'hôpital de la réconciliation, de Michel Pomarède, un documentaire inédit, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Bonjour, j'ai invité cette semaine Akhenaton, le rappeur, pour son autobiographie intitulée La Face B aux éditions Don Quichotte, et Brigitte Lefebvre, qui est directrice de la danse à l'Opéra de Paris, pour sa programmation des mois de juin et juillet. Akhenaton, bonjour. Bonjour. On va d'abord revenir sur votre nom de scène, Akhenaton, pour nous dire un petit peu ce que ça signifie, pourquoi vous l'avez choisi. Mais vous êtes là parce que vous venez d'éditer un livre qui s'appelle Face B, aux éditions Don Quichotte. Et Face B, c'est votre histoire, c'est une biographie. Après 20 ans de carrière, on peut le dire, enfin carrière artistique, vous êtes celui qui avait installé le rap en France, enfin qui l'avait popularisé, fait connaître. Vous continuez, mais vous êtes aussi... en dehors de auteur, compositeur, toujours sur scène, mais aussi vous aimez écrire, la preuve, ce livre, vous faites des films, vous avez fait un film récemment, etc. Et donc voilà, on va regarder un petit peu avec vous votre regard sur votre pays, sur votre ville, Marseille, sur tout ce qui vous inspire, mais auparavant peut-être dites-nous, qu'est-ce qui vous a tout d'un coup donné l'idée de vous appeler comme ça? C'est la fascination de quoi? La fascination des pharaons ou bien... Profond d'amour pour l'Égypte. Depuis ma plus tendre enfance, j'en parle d'ailleurs dans le livre, je jouais avec des petits soldats égyptiens que je peignais un par un. J'ai eu un profond amour très tôt pour l'Antiquité globalement, puisqu'il y a été une période de l'histoire de l'humanité qui m'a intéressé, les grandes civilisations. Et Akhenaton a représenté pour moi une cassure dans un clergé qui dominait l'Égypte depuis des millénaires. Les Égyptiens étaient polythéistes. Akhenaton est venu à apporter une sorte de révolution à la société égyptienne, à instaurer le monothéisme, le culte d'un dieu unique. Il a changé de capitale, il a très certainement été assassiné, puisque dernièrement il y a eu des recherches qui ont montré comme quoi il serait mort du paludisme, mais je pense toujours qu'il est fort possible qu'il ait ingéré un poison. Donc c'est pour moi le côté révolutionnaire de ce pharaon qui m'a intéressé. Et vous vous sentez toujours révolutionnaire parce que le rap, à sa façon, a été un mode de porter un discours entre guillemets révolutionnaire, mais ça a été aussi une façon de révolutionner la musique. Surtout, voilà, exactement. La révolution n'est pas obligée de se faire dans le fracas, dans